pensais que Rachida vous avait mieux expliqué la nature du... Enfin, je pensais avoir vraiment 30 minutes de bout à bout. Ça va tourner. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Monsieur Attali, bonjour et bienvenue sur Euronews. Les élections européennes sont là, et bien là. Les élites soulignent les enjeux de ce plus grand scrutin transnational de l'histoire du monde, on peut dire. Mais de l'autre côté, de ceux qui devraient aller mettre leur bulletin dans les urnes, il y a comme une fatigue, une lassitude. Non, c'est pas exactement ça. Je pense que les Européens sont des gens très sages. Et ils savent que quand ils votent pour leur maire ou leur conseil municipal ou leur conseil général, ça a un impact. Ils élisent quelqu'un qui a un pouvoir qu'ils peuvent ensuite aller voir dans leur bureau. Quand ils élisent un président de la République ou un gouvernement, ils savent aussi que ça a un impact sur leur vie quotidienne. Quand ils vont aux élections européennes, il n'y a pas de gouvernement européen, il n'y a pas de pouvoir européen, donc ils ont l'impression très floue. Et leur enthousiasme est au niveau de la complexité du système européen. D'où l'importance d'aller très vite plus loin. Les gens iront voter quand ils éliront vraiment un président d'Europe. L'indifférence vient aussi d'une sorte de manque de tension dramatique. On n'élit même pas le président de la Commission européenne. Le maître mot, c'est l'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. L'enjeu n'est pas clair. En réalité, il y a un vrai enjeu. Normalement, de ces élections européennes, si on suit les institutions, pourrait sortir un renversement de majorité. Aujourd'hui, la majorité au Parlement est à droite, mais la Commission n'est pas reflet de la majorité parlementaire. Donc c'est un système extrêmement compliqué. L'écart entre l'intégration économique et l'intégration politique de l'Europe est trop grand. Est-ce que la crise nous a pris au dépourvu? Il faut bien comprendre, n'est-ce pas, la Chine est un pays intégré, les États-Unis sont un pays intégré, l'Inde est un pays intégré, l'Europe ne l'est pas. D'une certaine façon, ce qui a arrêté la construction européenne, c'est la chute du mur de Berlin. Sans la chute du mur, nous aurions aujourd'hui un président de l'Europe face à l'Europe de l'Est. Heureusement, le mur est tombé, donc c'est une bonne nouvelle, mais d'une certaine façon, ça a brouillé les cartes dans la construction européenne et ça a retardé la mise en place d'une puissance européenne. Aujourd'hui, nous avons besoin, face à la crise, d'un pouvoir politique aussi fort qu'aux États-Unis et en Chine, c'est-à-dire un pouvoir qui soit capable de décider une relance budgétaire, des grands travaux, la recherche, les secteurs de pointe, des nationalisations européennes. Pensez donc que dans aucune langue de l'Europe, on peut parler de nationalisation par l'Europe. On ne peut pas parler de européanisation. Or aujourd'hui, il est évident qu'il ne faudrait pas nationaliser des entreprises, mais certaines entreprises devraient devenir propriété de l'Union européenne. Même ça n'est même pas concevable. Si on regarde de plus près le contexte dans lequel le scrutin a lieu, on a l'impression que rarement on a vécu un moment de plus forte tension dramatique. Le rêve américain s'est effondré. Il ne faut pas croire que le modèle américain soit mort, parce qu'au-delà de cette crise, ils vont être capables de rebondir, de ressurgir, de se reformer, et l'individualisme américain va retrouver de l'énergie. Le système chinois lui-même a gardé toute sa force. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le modèle du respect des services publics, du développement d'une justice sociale, d'un État protecteur et orienteur de l'évolution globale, qui est le modèle européen, d'une couverture sociale en matière d'éducation et de sécurité très fort, est un modèle qui devrait devenir universel. Et l'Europe devrait plus encore être fière du rêve européen. Pourquoi alors cette timidité des classes politiques dirigeantes de l'Europe à oser affirmer ces vérités? Mais parce que les dirigeants politiques européens sont ravis d'envoyer les plus médiocres d'entre eux à Bruxelles. Je répète, sont ravis d'envoyer les plus médiocres d'entre eux à Bruxelles. Pourquoi? Parce que comme ça, ils conservent le pouvoir réel dans les pays. Mis à part Jacques Delors, nous n'avons jamais eu depuis 30 ou 40 ans de président de la Commission qui soit quelqu'un de haut niveau, tout simplement parce que chaque fois qu'un pays a envoyé quelqu'un à Bruxelles, tout le monde s'est assuré qu'il soit assez médiocre pour ne faire de l'ombre à personne et pour que la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, l'Italie conservent son autonomie et ne soient pas concurrencés par une vraie puissance bruxelloise forte. Si dans les 500 millions d'Européens, la dominante était constituée par ceux qui veulent aller vers une Europe fédérale, donc dans ce scénario, est-ce que la façon dont ils vont mettre le bulletin dans les urnes peut changer la façon dont l'Europe est conduite? Non, ça c'est une distinction entre gauche et droite, puisque la gauche et la droite européenne, pour l'instant, sont tous les deux, pour les principaux partis, favorables au traité de Lisbonne. L'importance
plus important encore que ces élections européennes, c'est la ratification du traité de Lisbonne, qui constituera une étape vers le progrès de l'intégration européenne. Au-delà de cela, si le traité de Lisbonne est ratifié, les élections européennes prendront une toute autre couleur, puisqu'elles permettront d'avancer plus loin et d'aller même au-delà. Toute l'histoire nous apprend que si l'Europe ne se dote pas, dans les années qui viennent, d'un véritable gouvernement européen, toute la construction européenne s'effondrera. Car qui n'avance pas recule. Et si nous ne sommes pas capables d'avoir un ministère des Finances, une politique budgétaire, une politique fiscale commune, une politique sociale commune, l'euro n'existera plus. Car l'euro ne peut pas tenir si chacun a sa propre conception de la discipline budgétaire. Donc l'Union européenne de demain sera ou intégrée politiquement ou elle ne sera pas du tout? Exactement, où chacun reviendra à un protectionnisme. C'est aussi ce qui menace à l'échelle mondiale. Soit nous allons avoir quelque chose qui ira vers un gouvernement mondial, soit nous aurons des protectionnismes continentaux. Pourtant, quand on prononce aujourd'hui cette syntagme gouvernement mondial, on fait peur à plus d'un. Bien sûr, c'est normal, puisque c'est quelque chose qui paraît fantasmatique. Mais il existe le gouvernement mondial dans bien des domaines. Il existe en matière de sécurité aérienne, il existe en matière de football, il existe en matière bancaire, il existe dans bien des domaines. Et comme on a eu du mal à penser un gouvernement européen qui existe aujourd'hui, même s'il est extraordinairement faible, eh bien, l'Europe donne au monde des leçons. Si nous ne sommes pas capables d'avoir un espace économique accompagné d'un espace politique à l'échelle de l'Europe, nous n'aurons pas non plus la même chose à l'échelle mondiale. Et l'espace économique mondial va se fragmenter et nous retournerons dans une très grave dépression. 2 réunions du G20 ont eu lieu depuis le déclenchement de la crise. C'est très bien qu'elles se soient tenues. La question, c'est de savoir ce qui se passe entre la réunion du G20 de Londres et la réunion du G20 de New York en octobre. S'il ne se passe rien, et on peut le craindre, alors ça aura été une comédie. Si, au contraire, dans cette période, on met en place toutes les réglementations qui ont été évoquées à Londres, réglementation des hedge funds, des banques, des agences de notation, mécanismes de contrôle, on aura le début d'une réglementation mondiale qui est absolument nécessaire. Encore faut-il que cela concerne tout le monde, et pas seulement quelques paradis fiscaux annexes, mais aussi l'ensemble des grandes puissances. Et les paradis fiscaux des États-Unis et de la Chine. Et de la Grande-Bretagne, qui est aussi un paradis fiscal. Donc, il y a un peu d'hypocrisie dans ce qui nous est communiqué. Pour l'instant, on peut penser qu'il y a des risques que ça ne soit qu'une comédie. Merci pour votre présence sur Euronews. Merci.